Eh bien, bonsoir à tous. Bonsoir Olivier, bonsoir Yacine. Salut. Bonsoir. Euh, Salut. Ravi d'être là pour cette deuxième édition et en même temps la dernière de l'année. Ce soir, on a choisi un environnement qui va nous permettre de prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé dans la XR en 2020 et ce qui va se passer en 2021, puisque nous sommes sur la Lune, dans ce magnifique hall, qu'on espère bien plein l'année prochaine, puisqu'on aura sur ces expert talks hebdomadaires une communication un peu plus tendue que celle qu'on a réussi à mettre en place pour ces deux premières éditions, et que la trentaine de places qui sont aujourd'hui vides seront pleines d'auditeurs et d'intervenants pour les prochaines éditions en 2021. En tous les cas, ravi à nouveau d'être avec vous ce soir. Et puis, vous avez préparé plusieurs sujets où on va prendre un peu de la mesure de ce qui s'est passé cette année et des enjeux quand même très, très structurants qui sont en train de se présenter pour 21. Et on va donc en discuter ce soir pour commencer à donner quelques pistes à nos auditeurs et aux gens qui nous regardent sur comment on voit l'évolution de la XR sur 21, qui devrait être une grande année pour l'usage de ces technologies. Donc, commençons par Olivier, qui nous propose donc cette rétrospective sous forme de cette interpellation, l'année de tous les paradoxes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Olivier, pourquoi 2020 aura été l'année de tous les paradoxes pour la XR? Alors, à l'occasion de cette émission, effectivement, j'ai essayé de réfléchir un peu à ce qui s'était passé cette année. D'une part sur la XR pour le B2C et la XR pour le B2B. Et je me suis aperçu que cette année, qui aurait pu être une année absolument fabuleuse, puisqu'elle a vu l'émergence de réunions virtuelles via toutes les plateformes de visioconférence qu'on connaît tous malheureusement et qui usent nos yeux jour après jour. Il n'y a jamais eu une année où on a virtualisé autant de choses. J'ai aussi eu l'occasion de participer ou de virtualiser des événements, souvent en passant encore par des desktops. Et je me suis posé la question de pourquoi la VR n'avait pas pris l'essor qu'elle aurait pu prendre, alors qu'on avait dématérialisé finalement l'essentiel de nos relations. Et en partant du B2C, donc essentiellement du gaming, il y a deux jeux qui sont sortis en cette fin d'année, sur le dernier trimestre. Il y a Half-Life qui est sorti au mois d'octobre-novembre. Et puis, beaucoup plus récemment, Medal of Honor, qui est sorti il y a 2-3 jours, je crois. Ce qui est assez intéressant en termes de timing, c'est qu'on s'aperçoit que ces deux jeux, ce sont les jeux qui auraient dû sortir quand le premier casque Oculus est sorti. C'est-à-dire que ce sont deux jeux. Medal of Honor, c'est un jeu qui fait 170 gigas. Il faut une carte graphique qui vaut au moins 1000 € pour tourner. Et c'est à peu près la même chose pour Half-Life. Si on veut avoir vraiment une utilisation correcte de ce jeu qui est très bien foutu, c'est un peu moins le cas de Medal of Honor en termes de design et de graphisme. Mais donc deux jeux qui sont très très bons, mais qui auraient dû sortir en même temps que l'Oculus, le premier. Donc ça nous ramène à quelques années en arrière. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en même temps, le casque qui est le plus vendu au monde cette année et qui est au bord de la rupture, alors est-ce que c'est le marketing du manque ou pas, on ne le sait pas, mais en tout cas, l'Oculus Quest 2, qui se vend comme des petits pains, lui est incapable d'accueillir ces deux jeux. Or, évidemment, une liaison avec un PC puissant, en tout cas, sa qualité principale, ce qui est d'être un casque autonome, fait qu'on va avoir une quantité industrielle de joueurs potentiels qui vont acheter un casque Oculus, qui auront se sont sans doute mélangé les pinceaux en voyant des bandes annonces et des trailers magnifiques pour les deux jeux dont je viens de parler et quelques autres, et s'apercevront très rapidement qu'ils sont inutilisables sur un casque à 349 €. Et qu'à l'inverse, ceux qui font les tests ont ressorti leur carte graphique Nvidia et leur vieux PC pour faire tourner les deux nouveaux jeux. Donc ça, c'est le premier paradoxe du monde du B2C, c'est-à-dire un
casque. Aussi, si je peux me permettre, rajouter dans cette liste de jeux incroyables ou de simulations incroyables, Microsoft Flight Simulator qui vient de sortir en VR, qui est complètement incroyable. Et ça nous rappelle aussi la situation qu'on a eue finalement avec le cardboard de Google, qui a justement fait passer ça aussi pour de la réalité virtuelle, et où il y avait un décalage entre ce qu'on pouvait voir de la réalité virtuelle et la réalité de mettre un téléphone dans un bout de carton. Exactement. Il y a un petit peu ce même. Enfin, on a déjà vécu en fait cette situation paradoxale dont tu parles. Ouais. Et c'est vrai qu'on est sur une technologie, on est sur un marché qui est extrêmement asynchrone, ce qui est assez rare. Je prends toujours l'exemple de l'iPod d'Apple. L'iPod d'Apple, la réussite, c'était pas d'avoir réussi à faire un lecteur MP3. À l'époque, il y en avait une quinzaine sur le marché. Ouais. La fabuleuse réussite d'Apple, c'est d'avoir réussi à signer avec 4 majors sur 5 pour avoir 20 millions de titres en contenu. Et pour l'instant, on a des gens qui fabriquent des casques qui ne sont pas en phase avec des gens qui fabriquent du contenu. Et ça, en tout cas, pour le grand public. Alors, un Oculus est tout à fait capable de rendre service. Hein. Malgré tout, il y a suffisamment de contenu court et puis d'autres utilisations possibles. On peut tout simplement regarder Netflix sur grand écran, partager. Il y a plein d'applicatifs qui par rapport au rapport qualité-prix du casque font que ça reste un très bon produit. Ce n'est pas le problème, mais en tout cas, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. Et à l'inverse, pour parler du B2B, qui me concerne plus puisque c'est mon métier, j'ai vécu cette année, comme vous tous autour de la table, je crois, le lancement d'un casque, des appels entrants et beaucoup de demandes pour de la formation professionnelle. Donc, en gros, une augmentation certaine du distanciel due à cette pandémie. La création d'événements, etc., etc. Et au même moment où ce marché explosait en cette fin d'année où mes équipes n'arrêtent pas de bosser, on a Oculus qui sort son casque et qui, au mois d'octobre, nous dit les gars, c'est fini de rigoler, maintenant vous associez un compte Oculus à un compte Facebook. Ce qui fait que tout ce qu'on avait développé au mois de septembre sur Oculus, on l'a remis en catastrophe sur du Pico pour livrer certains de nos clients. Alors, il y a des choses en cours en termes juridiques, notamment en Allemagne, qui a pris les devants, et puis en dehors du procès pour position dominante, il y a aussi un procès pour le fait que Oculus et Facebook soient regroupés aux États-Unis. Mais donc là aussi un monde assez paradoxal que là je vis beaucoup plus intimement, c'est que j'ai une potentialité de clients énorme et au mois de novembre, je savais plus sur quel casque j'allais livrer mes clients, quoi. Oui, absolument. Mais en fait, Olivier, pour rebondir un petit peu sur le sujet que tu poses, parce qu'en fait, c'est une multitude de sujets. Sur la question du jeu, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît depuis toujours, d'une certaine manière, avec la coexistence de titres qui existent à la fois sur console et sur des fois, c'est arrivé dans l'histoire, plusieurs générations de consoles et sur PC. C'est le même nom, c'est la même histoire, c'est les mêmes personnages, mais il y a des différences énormes entre certaines versions, et en fait, c'est ce qui crée un standard. Et ce que Oculus, puisque tu parlais des très très jolis titres qu'on peut voir sur PC, il y a des titres qui sont moins jolis sur Oculus. Engage, j'en ai un exemple, hein, mais qui existent quand même. Et il y a un travail spécifique d'optimisation qui est fait. Donc, du coup, c'est comme ce qu'on a vécu dans ce développement du jeu qui d'abord, c'est un développement technique, et après il y a une adaptation, une plateforme. Ce qu'on vit sur Oculus, des titres comme, je sais pas, comme Moss ou des choses comme ça qui sont magnifiques sur PC, qui sont un peu moins jolis sur Oculus. Mais il y a un marché, parce qu'il y a plus de gens qui ont un casque autonome. Puis même pour avoir ces différents systèmes, c'est vrai que ça fait moins de bruit qu'un PC, c'est plus économe, etc. Donc il y a quand même des qualités. En revanche, le point que tu soulèves, et qui est à mon avis un point critique, parce que c'est à la fois une question économique et industrielle, c'est la définition des standards.
C'est-à-dire qu'effectivement, si le standard c'est Oculus, ça nous oblige à nous pencher d'un peu plus près dans les conditions générales. Et là, c'est pas exactement la même chose quand on est un pro. Les conditions générales d'Oculus et celles de plateforme où finalement on achète un matériel et puis on se débrouille pour imaginer le service qui va avec. Enfin, plus que des standards, on est là en train de parler de ce qui nous attend, c'est-à-dire la constitution de métaverse, au sens d'écosystèmes fermés, complets, avec de forts vecteurs de monétisation interne qui en impliquent donc une propriété soucieuse. C'est très exactement ce qu'est en train de faire Facebook. On va en parler après. Et moi, je suis toujours bluffé de la qualité, de la vision stratégique d'Oculus. Ça pose des wagons de problèmes, mais c'est quand même des gens qui, aujourd'hui, investissent avec une vision à long terme extrêmement claire, des milliards de dollars, et sont en capacité, aujourd'hui, de proposer un début de métaverse, un début d'écosystème intégré, où tu as des devices, donc des casques, qui sont quand même de très grande qualité. Le Rift, le Quest 1, le Quest 2, et éventuellement le Rift S, c'était vraiment des très bons casques. Un écosystème où effectivement il y a des exclusivités de jeux qui commencent à apparaître et des exclusivités de contenu. Je pense par exemple au contenu Targo, qui sont parmi les très belles vidéos 360 qu'on peut trouver et qui sont en exclusivité sur Oculus. Et c'est à mon sens très exactement ce qui est en train de préparer Apple pour 2022. C'est-à-dire des écosystèmes complets, périphériques, contenus, marchés, stores, qui sont par vocation fermés. Donc, je ne sais pas si là on est dans le paradoxe, mais on est dans une évolution que nous, les professionnels, commençons à voir, à se dessiner avec relativement de clarté, et qui est très mal perçue par l'ensemble des acteurs. La différence avec les vagues technologiques qu'on a pu connaître dans les 20 dernières années, c'est la vitesse à laquelle c'est arrivé. C'est-à-dire que ce soit pour le web ou que ce soit pour un certain nombre de matériel informatique professionnel, il y a eu quand même plusieurs vagues, y compris créatives, des vagues de contenu, etc., avant qu'il y ait ce blocage. Alors là, effectivement, la VR n'est même pas encore arrivée sur... Enfin, c'est quand même très, très émergent. L'équipement reste quand même très... on ne peut pas parler encore de mass média. Et on a l'impression que la même logique qui est intervenue après déjà un certain temps sur ces plateformes est déjà préexistante avant même l'achat du matériel. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui sort de la FNAC avec un Oculus 2, il est déjà captif d'un système, d'un environnement avec les problèmes légaux, le fait effectivement qu'il n'ait pas accès nécessairement à tous les contenus, sans même le savoir. Il n'y a pas eu cette phase de pionnier qu'on a pu avoir sur le web, qu'on a pu avoir sur la 3D, sur le jeu. Tu as parfaitement raison. C'est vrai que notamment les deux systèmes principaux, les trois systèmes qui ont vécu ensemble, Windows, Mac et de façon un peu plus minoritaire Linux, ont eu des rivalités, puis ont partagé des suites en commun, et puis on voit qu'enfin, notamment Mac, on voit clairement où il va maintenant. Il a décidé de refermer complètement son système, de fabriquer lui-même ses composants et de finaliser ce qu'il a déjà toujours voulu, mais là, il finalise vraiment jusqu'au bout. Il va virer Qualcomm, il a viré Intel, et on va être Apple ou rien d'autre. Mais tu le dis aussi très justement, on a quand même eu 20 ans pour s'y préparer, voir les atermoiements, voir Apple risquer de disparaître, faire des clones, accepter la suite Office. Comme tu le dis très justement, on a pu vivre avec ça, bon an, mal an, et en s'arrangeant tous plus ou moins avec ça. Et comme tu le dis aussi très, très justement, les gens aujourd'hui, c'est comme si j'achète le dernier Apple avec la puce M1, sans savoir que désormais, ce qui tournait avec une puce Intel ne pourra plus tourner sur Mac. C'est pas très grave parce qu'aujourd'hui Mac m'offre tous les services. Par contre, sur le Quest, j'en sais rien du tout et je sais pas qu'il n'est pas compatible avec un certain nombre de contenus. Et tu as raison, la temporalité a été extrêmement différente, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque l'autre s'est joué sur une vingtaine d'années, alors que là, on n'a même pas encore commencé d'être sur un mass market, alors que les portes sont déjà en train de l'univers sont déjà de se refermer et de se former. Ouais.
l'exemple est d'autant plus finalement comment dire bienvenu que quand Quest se prévaut d'avoir effectivement une connexion Link, c'est pour brancher sur un PC et pas sur un Mac. C'est-à-dire c'est vraiment des logiques fermées et c'est pas dans ces logiques fermées en fait qu'on invente les technos. Même Oculus avant d'être racheté par Facebook, c'est du bricolage. Hein. C'était vraiment un projet de casque parmi d'autres, et qui était d'ailleurs fabriqué avec voilà, des PC composés des assemblages de différentes technos. Et ces assemblages de technos donc, qui génèrent en fait de l'innovation, effectivement, ces portes sont en train de se refermer. Alors, moi, je suis d'un naturel optimiste, hein, vous savez. Je pense que à trop vouloir fermer, en fait, ça crée aussi des opportunités pour d'autres acteurs hein, qui seraient plus ouverts et qui vont permettre l'émergence de contenus qu'on ne trouvera pas justement sur la plateforme dominante si elle le devient, et elle est bien partie pour le devenir. C'est clair. Et tu parlais tout à l'heure de l'accélération technologique. C'est sûr qu'effectivement, les évolutions du web, des smartphones, elles se sont faites quand même sur 1 à 2 décennies. Et ce qui change complètement aujourd'hui, c'est qu'on a un vrai cumul de capacités d'innovation et en même temps de recul sur les interfaces, sur les infrastructures. On est sur des aboutissements technologiques en termes de véhicules de communication. Je pense en particulier à la 5G, malgré toutes les polémiques qu'elle fait, elle va se déployer. Et pour nous, utilisateurs de la XR, ça va être un vrai véhicule. On trouve aussi du edge computing, du cloud computing. En fait, toutes ces technologies qui ont eu des cycles de maturation qui étaient plus ou moins parallèles les unes des autres sont en train de complètement fusionner à travers les technologies XR. Et elles fusionnent avec des capacités de déploiement qui sont incroyablement plus rapides que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et c'est ça, à mon avis, qui rend cette perspective d'écosystème fermé d'autant plus inquiétante que les capacités de démultiplication sont vraiment violentes. Et quand je parle de démultiplication, je pense bien aussi à tout ce qui pose problème avec les GAFAM, pour faire court, et qu'on voit ressurgir en ce moment, puisque ce matin, la Commission européenne a annoncé son grand plan de remise au pas des GAFAM, qui est leur capacité à aller collecter de l'information de toute nature et à l'agréger sur un propos commercial extrêmement agressif et qui va trouver sa pleine mesure dans les technologies XR, en particulier avec ce qui arrive en 22, qui sont les lunettes de réalité augmentée, où là, et c'est pas le moins des paradoxes, on a une technologie qui est quasiment mature et on n'a pas encore les périphériques qui permettent de l'utiliser parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lunettes de réalité augmentée qui fonctionnent de manière satisfaisante. Mais parce que le concept, finalement, le concept de la réalité augmentée est très, très, très antérieur à sa réalisation technique. Mais du coup, les questions qui se posent, qui sont également des questions de citoyenneté, on va en parler tout à l'heure, hein, c'est les sujets préparés, de citoyenneté, mais aussi du coup de souveraineté, sont des questions d'ordre politique. C'est-à-dire que quand on a un casque, là, quand on est ici dans la base lunaire, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en France? Puisque chacun de nous aujourd'hui est en France, mais on pourrait très bien être dans 3 pays différents. Est-ce qu'on est sur la Lune? Est-ce qu'on est chez Facebook? Parce que c'est Oculus qui nous permet enfin, en tout cas, moi j'ai un Oculus, hein, je n'ai pas vu les casques que vous aviez ce soir. Est-ce que c'est Engage? Où est-ce qu'on est en fait? Exactement. Sur ce territoire, qui est quand même un territoire à définir, à partir du moment où on crée un territoire et un périmètre, il y a des règles. Et la question, c'est est-ce que ces règles ont été édictées quel est le processus pour édicter ces règles? Est-ce que c'est un processus démocratique? Est-ce que c'est les conditions d'utilisation de Facebook? Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a un contrôle sur ces… Donc, en fait, toutes ces questions qui sont vitales, en fait, quand on commence à créer un territoire, elles vont arriver dans un second temps. Ce qui est pas grave en soi, hein, on ne demande pas aux législateurs d'être aussi rapide que la tech, ça se saurait. Mais en tout cas, on va rentrer dans une ère, dans les quelques années qui viennent, qui vont poser énormément de questions très, très intéressantes. Et je pense qu'il faut, en tout cas, il faut participer à ce débat. C'est important de participer à ce débat et de ne pas laisser ces questions comme ça en suspens, sans trop savoir, parce que ça se pose. On va en parler tout à l'heure, mais sur la question d'Oculus. En fait, du coup, je mords un petit peu sur le sujet. Oui, mordons. Le fait, donc je vais à la Fnac ou chez mon commerçant à côté, j'achète un casque Oculus.
Donc, Facebook m'oblige à associer ce matériel, donc cet objet physique, à mon compte Facebook. Ça veut dire que, en fait, j'accepte les conditions d'utilisation de Facebook. Si demain, sur mon compte Facebook, je partage une photo, une image, une image de l'histoire de l'art, de notre culture, hein, on va dire, prenons au hasard total l'origine du monde. L'origine du monde, parce qu'on est justement des fins, parce qu'on aime la culture, on aime l'art, et on met cette pièce à l'entrée du musée d'Orsay, c'est exactement, c'est pas rien. Et donc Facebook va juger que c'est une image pornographique, va couper mon compte, et dans la seconde même, je ne pourrai plus utiliser le casque que j'ai acheté, donc il ne m'appartient pas, hein. Je suis du coup locataire, enfin pas locataire, mais je donne de l'argent pour avoir le droit d'utiliser quelque chose qui ne m'appartient pas. Et du coup, effectivement, si j'ai un usage professionnel ou si une heure après j'ai un rendez-vous, une réunion dans Engage, dans un truc comme ça, je ne pourrai pas y aller. Et en fait, cette question-là est quand même une question importante, parce que je crois que dans l'histoire de la tech, c'est assez inédit de ne pas avoir de potentiellement se retrouver dans la situation de ne pas avoir le droit d'utiliser un matériel qu'on a acquis pour en faire une utilisation variée, mais en plus en conséquence de quelque chose qui se serait passé sur une autre plateforme. Et ça, ce cas-là est arrivé. Hein. C'est arrivé puisque en lisant les forums, il y a plein de gens qui n'ont pas réussi à connecter leur Oculus parce qu'ils ont créé un compte spécifiquement et du coup, on a cru que c'était un faux compte, etc., etc. Et du coup, qui décide de ce qui est un vrai compte, un faux compte? Est-ce qu'on doit forcément adosser une vie réelle derrière l'avatar alors que justement, précisément, on est dans un univers virtuel? Quelles sont les lois qui prévalent? Est-ce que la loi de Facebook ou la loi de Californie est plus importante que la loi européenne dans le cadre de l'utilisation du casque? Et encore une fois, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est en Europe? Est-ce qu'on est sur la Lune, etc. Donc ça, c'est des questions que je trouve passionnantes, qui sont absolument pas résolues, et c'est normal, mais à laquelle je pense que ça sera intéressant, enfin important, plus qu'intéressant, ça sera capital de pouvoir se pousser dans les mois qui viennent. Et c'est même ce que propose, ce qu'impose, parce que pour le coup, on n'est pas dans une proposition, on est dans une imposition de la part de Facebook, c'est même plus vicieux et plus impactant que ce que tu viens de décrire, puisque si tu décides de décorréler ton compte Facebook de ton compte Oculus, les achats que tu as fait de logiciels, que tu as payé avec ton argent et qui t'appartiennent, pour le coup, disparaissent de ta propriété. Donc, en fait, ce n'est pas des achats, c'est une espèce de location. Donc, tu acceptes d'évoluer dans l'univers Facebook. Et c'est à vérifier précisément, mais il faudrait pour ça qu'on puisse acheter des Oculus Business. Si j'ai bien lu, donc avec toutes les réserves nécessaires, mais si j'ai bien lu les conditions générales d'utilisation de Oculus pour Business, si tu ne payes pas la redevance annuelle de 180 € par casque, c'est ton casque que tu ne peux plus utiliser. Donc en fait, c'est pas, tu achètes un matériel qui ne t'appartient pas et qui ne te permet que d'accéder au service d'Oculus tant que tu payes les redevances et que tu satisfais aux conditions d'obligation. Et dès que tu cesses, parce que tu peux avoir plein de raisons de le faire, eh bien ta propriété t'est retirée sans sommation, sans possibilité de remboursement et pour le coup sans aucune possibilité de contestation ou de recours, puisqu'on s'adresse à une multinationale qui est basée aux États-Unis, ventilée dans des paradis fiscaux et patati patata. Donc on a au-delà même des questions de souveraineté numérique qui sont des enjeux essentiels et on en parle souvent ensemble, et je pense qu'il est de notre nécessité de saisir le législateur et les acteurs politiques pour qu'ils commencent à juste à voir l'idée de ce qui avance, de ce qui se présente, et qu'on ne prenne pas en pleine tronche comme les vagues de tsunami où elle est toute petite jusqu'au moment où tu l'as en face. Donc on a des vrais enjeux d'acculturation des personnels politiques et des décideurs sur ce sujet-là. Et on a un vrai problème avec Facebook. Et moi, je ne suis pas du tout optimiste sur ce que Apple va livrer, parce qu'il n'est pas du tout dans leur tradition de faire des écosystèmes ouverts. Et on va se retrouver avec deux métaverses qui vont être concurrents et qui vont complètement capter des utilisateurs et qui nous dépouillent de notre propriété, de notre liberté et de notre souveraineté numérique si on raisonne sur notre système. Alors là-dessus, moi, je serais peut-être pas si pessimiste parce qu'en Europe, on a quand même réussi et je pense que c'était vraiment une surprise pour tout le monde parce qu'on voit souvent le Parlement européen comme un espèce de gros navire bureaucratique, mais le RGPD, ça a quand même été une révolution pour le monde entier. C'est-à-dire que ça a aussi
ça a aussi donné le là aux GAFA, qui en fait utilisent, parce que le marché européen, c'est quand même un marché énorme. Et là, ce dont on parle, on est quand même dans d'habitude, une ère de pionnier, c'est plus créatif. C'est le bordel et chacun fait un peu ce qu'il veut. Et puis à un moment donné, on fait de la législation. Là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a Facebook, effectivement, qui impose cette histoire de compte, qui ferme tout en espérant que. Voilà. Mais c'est impossible. Ça ne peut pas tenir. Donc, je pense que de toute façon, il y aura un dialogue nécessaire quand les politiques vont se réveiller, et c'est ce qui est déjà en train de se passer en Allemagne, hein, puisque on va sans doute en reparler, mais et puis on en parlait tout à l'heure, le Parlement européen ce matin vis-à-vis des GAFA. Je pense que de toute façon, on doit être en situation de dialogue. Et aussi aux acteurs européens, aussi de faire notre introspection, parce que on n'a pas été capable en 20 ans de créer l'équivalent des GAFA ou de ce qui s'est fait en Chine. On a des belles licornes, on a vraiment des fleurons de technologie. Surtout, on est extrêmement fort en contenu, mais la seule chose qu'on soit capable de créer, c'est le RGPD, c'est un texte juridique. Alors qu'on a d'excellents développeurs, on a d'excellents cinéastes, des gens qui savent très bien raconter des histoires, des artistes, des choses comme ça. Donc, il y a peut-être aussi un équilibre qui va en tout cas, qu'on a envie de mettre en place. On verra si c'est un bras de fer ou si c'est plus collaboratif. Mais c'est clair que les premières, en tout cas les prémices de la façon de mettre en place l'accès à la VR sont un peu violents, on va dire. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Ils sont d'autant plus violents que, à ma connaissance, mis à part Engage, mais qui est très loin d'être un métaverse, mais qui fournit une plateforme européenne assez versatile, on est quand même confronté à des mastodontes qui ont une capacité d'impact, d'investissement, qui fait que quand le sujet va se poser, on va se retrouver, comme on se retrouve souvent en France et en Europe, à être dans des postures de réaction et essayer de trouver des pis-aller à la situation. Et en particulier des pis-aller législatifs, avec tout le processus que ça implique, alors qu'on a affaire à des gens, et Oculus est vraiment un bel exemple pour ça. Je veux dire, on a quand même affaire à des gens qui ont, depuis 2016 pour le moins, voire plutôt 2014, une vision extrêmement claire de là où ils veulent aller, de comment il faut y aller, de quelles sont les étapes, et qui ont les moyens financiers de produire des infrastructures de grande qualité, parce qu'il faut quand même reconnaître que tout ce que fait Oculus, c'est toujours super qualitatif, super intéressant. Et d'ici à ce qu'on soit en capacité de leur dire, bon les gars, on voudrait bien et trouver un accord équilibré, ils auront encore continué à développer leur offre de valeur technologique, de contenu. On parlait tout à l'heure des jeux, d'un parc d'exclusivité de jeux qui est un vrai enjeu. Vous vous souvenez, cette année en septembre, Oculus a quand même annoncé un partenariat assez structurant avec des grands éditeurs, dont Ubisoft, qui vont porter en exclusivité sur Quest, puisqu'on est en train de parler de Quest essentiellement, Splinter Cell et Assassin's Creed, qui sont de l'essence colossale. Donc voilà, on va quand même être super en retard pour réussir à construire des alternatives équilibrées qui soient autres que législatives et donc réactionnaires au sens de je réagis à une situation parce que je n'ai pas les moyens de poser des alternatives crédibles. C'est pour ça que en fait, finalement, la question du territoire me semble vraiment importante parce qu'il y a quand même un certain nombre de lois qui s'appliquent et elles s'appliquent pour toutes les sociétés, quelle que soit leur origine. Alors évidemment, quand on met en place ce genre de structure, il y a des échappatoires, il y a de l'évasion fiscale, il y a des optimisations de tous les côtés. Mais la question que je posais tout à l'heure, c'est effectivement de la valeur qu'on crée et le territoire qu'on occupe, est une question qui va se porter, à mon avis, au niveau européen et aussi au niveau mondial, parce que c'est un véritable enjeu au-delà de la nationalité des constructeurs, des fabricants de ces environnements. Puisque là, effectivement, aujourd'hui, on parle principalement d'Apple qui n'est pas encore sur le marché, mais qui arrive, et de Facebook. Pour l'instant, sont les deux gros. Peut-être qu'on aura aussi vraisemblablement un gros chinois. Côté européen, on a des briques séparées, mais on n'a pas l'équivalent de cette organisation pour le moment. Donc, ce que je vois pour l'instant, en tout cas, c'est effectivement des monopoles
Et à côté de ça, les gens qui veulent vraiment faire de l'innovation, qui veulent créer quelque chose, donc qui par définition n'est pas cadré dans quelque chose qui est déjà totalement défini, vont se pencher vers des solutions comment dire, des solutions alternatives qui, à terme, ne sont pas à l'abri non plus de rencontrer un grand succès, parce que la réalité virtuelle, c'est pas juste de mettre un casque et de lancer une application. Comme tu disais très bien, les métaverses, si on n'est pas d'accord avec la gouvernance, avec ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire, etc., bah, on va essayer de trouver autre chose. Et ça crée les conditions pour un succès européen, qui aujourd'hui n'existe pas. Mais en tout cas, toutes les briques pour que ça arrive sont réunies. Mais cette notion de territoire, elle est vraiment intéressante. Je pense qu'on pourrait se remettre dans nos lectures de vacances de Noël, la carte et le territoire de Houellebecq, histoire de prendre effectivement un peu de mesure sur les différences et les liaisons entre la carte et le territoire. Et c'est un peu ça dont on est en train de parler. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant que là, on parle plutôt de VR parce que c'est le sujet, parce qu'on est en VR et parce qu'aujourd'hui, la techno aboutie, c'est celle de la réalité virtuelle. Mais, et là, Olivier sera d'un grand secours parce que c'est son domaine d'excellence. Mais sur la réalité augmentée, le vrai enjeu, il est du territoire. Oui, absolument. Puisque le vrai challenge de la réalité augmentée, ce n'est pas une réalité augmentée déconnectée où on vient juste mettre dans son environnement à travers son téléphone un bonhomme de Noël ou une connerie qui gigote. C'est bien de pouvoir contextualiser des informations. Donc, on est en train de parler de réalité augmentée persistante et ancrée dans une réalité territoriale de rues, de magasins, d'espaces physiques. Et j'ai à nouveau, et je te laisse pleinement la parole, Olivier, parce que ça, c'est ton domaine de compétence, mais je parlais tout à l'heure de la clarté de la vision stratégique d'Oculus, qui a annoncé à nouveau en septembre qu'il était en train de préparer des lunettes de réalité augmentée, évidemment pour contrer l'arrivée d'Apple, et qui nous a expliqué comment il faisait. Et moi, j'ai toujours à l'esprit cette image, on aurait pu la préparer, mais de cette image de différentes couches qui vont être nécessaires pour stabiliser l'offre de réalité augmentée. Et c'est bien le projet ARIA qui est actuellement en cours, qui ne sont pas des lunettes de réalité augmentée, mais des lunettes de captation du monde réel pour pouvoir ancrer les futures applications de réalité augmentée dans une réalité de territoire, et où on a la couche du monde physique tel qu'on le connaît, un peu la Google Maps et autres alternatives, qui, elle, est une couche publique. Ensuite, on a la couche où on rentre dans les immeubles, où cette fois-ci, on est à mi-chemin entre des espaces publics et des espaces privés. Et plus on monte dans les étages de l'immeuble, plus on est dans des espaces privés. Et puis, il y a la dernière couche, qui est la couche de l'environnement complètement privé du porteur de lunettes et des propriétaires de lunettes, où cette fois-ci, les lidars et autres scanners captent complètement l'environnement privé, mais ils le captent au profit d'Oculus, qui petit à petit, à travers ces trois couches, est en train de construire un modèle du monde réel qui va permettre d'ancrer sa puissance commerciale et de suggestion publicitaire dans le monde réel à travers ces devices que dans 2, 3, 4 ans, tout le monde va avoir sur la tête, comme tout le monde met des oreillettes iPod aujourd'hui. C'est très impressionnant de voir, effectivement, ce que le plus impressionnant finalement, et tu l'as dit plusieurs fois, c'est effectivement comment Oculus a décidé sa stratégie et comment il l'applique de façon absolument irrépressible. D'autres sociétés ont été plus opportunistes. Google a commencé à scanner la planète bien avant tout le monde avec Google Earth. Nos amis de chez Niantic avec leurs Pokémon qui leur rapportent finalement $1 milliard par an ont commencé aussi à scanner la planète. Et puis Apple s'y est mis. Mais il y a une société qui s'appelle Scape aux États-Unis, à Londres, en Angleterre, pardon, qui a scanné complètement 5 villes anglaises du nord de l'Angleterre. Aujourd'hui, dans ces 5 villes qui servent de zone d'expérimentation pour la future réalité augmentée de nos amis de chez Facebook, puisqu'ils ont été rachetés par Facebook, eh bien, on a à nouveau cette problématique que tu évoquais tout à l'heure de où on est et qui fait quoi, puisque je m'appuie sur un territoire physique qui est l'Angleterre, des villes, Manchester, etc. Dans cette ville de Manchester, il y a une dizaine de bâtiments qui sont reconnaissables entre guillemets par, pour l'instant, des smartphones, bientôt des devices sous forme de lunettes.
et auquel on va agréger de la data, des médias de façon persistante, et à laquelle aussi les utilisateurs pourront coller eux aussi via un système de filtre suivant qu'ils veulent des informations sérieuses, moins sérieuses, personnelles. Et encore une fois, à qui appartient ce monde, à qui appartient ce jumeau numérique, et en plus, à qui appartiennent ces jumeaux numériques, parce qu'on va se retrouver avec des couches et les nuages le monde en nuages de points, il commence à exister de façon assez importante, sans que personne se rende compte. Alors, il y a aussi le monde, c'est plus souterrain, mais le monde des acteurs importants du BTP ou de ce qu'on a toujours appelé la smart home. Il y a des contrats qui se signent actuellement sur des standards, alors avec des acteurs qu'on n'aurait jamais cru voir ensemble. On parle tous de la maison connectée, je crois, depuis à peu près 25-30 ans. Et pour l'instant, tout ce qu'on arrive à faire, c'est à ouvrir la porte du garage et à baisser les volets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de standard. Et il y a une signature, il y a quelques mois, assez discrète entre des gens comme Samsung, Google, Apple, Legrand et Sony. Et j'en oublie quelques-uns. Donc ceux-là aussi vont standardiser des choses et à qui appartiendra, et évidemment en standardisant ces choses, ils vont récupérer de la data. Et ce que tu évoquais, la data privée, j'ai presque envie de dire qu'on peut faire une croix dessus. S'il y a encore un opérateur américain qui ne sait pas ce qu'on mange, ce qu'on fait comme course ou ce qu'on préfère dans la vie, mais on va bientôt rentrer dans la sphère de l'intime. Oui. C'est ce qui se fait déjà en Asie et ce qui se fait déjà aux États-Unis, c'est-à-dire quelles sont nos orientations politiques, sexuelles, et surtout il y a aujourd'hui des opérateurs qui connaissent mieux mon statut cardiaque que moi-même. Et là, on va être dans un monde qui va être vraiment terrifiant parce que, évidemment, et ça a été évoqué tout à l'heure, le législateur a rarement eu de l'avance. Alors, les RGPD nous protègent effectivement, heureusement, en Europe. Alors, ça aussi, il y a parfois des effets pervers. C'est par exemple toute l'imagerie médicale qui pourrait être utilisée en réalité augmentée. Par exemple, faire une IRM de quelqu'un, et puis le lendemain, quand on va donc une image 3D de cette personne et de l'intérieur de son corps, et puis la poser le lendemain quand on opère pour que le chirurgien puisse voir à l'intérieur du corps, donc faire une opération plus rapide et moins invasive, c'est pas possible en France. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de garder cette image qui est considérée comme une donnée médicale. Aujourd'hui, le leader français de l'imagerie médicale, il bosse aux États-Unis et il a fait ses premières opérations avec de l'IRM en décalé avec l'hôpital de Chicago. Nous, en France, on a le droit de faire du temps réel. Si je prends il y a eu une opération qui a été faite d'une épaule, voilà. Donc il y a aussi, on voit les aspects que ça va toucher et ils vont être absolument nombreux et ils vont toucher tous les aspects de notre vie. Mais comme tu dis, c'est un effet pervers, c'est-à-dire que de toute façon c'est d'une telle complexité que le législateur ne peut pas anticiper a priori tous les cas de figure. Absolument. Et c'est pour ça qu'ensuite on revoit, on révise la loi. Et c'est vrai qu'il y a un risque, en tout cas il n'y a pas un risque, il y a des risques, et qui nous sont d'ailleurs décrits par la littérature de science-fiction depuis longtemps. Donc c'est pour ça qu'on focalise plus facilement là-dessus, parce qu'on a déjà des images qu'on peut mettre sur ce monde terrifiant, mais on a quand même aussi des réflexes bien humains, et on a aussi des façons de contourner. On est quand même champion c'est aussi ça la créativité et l'innovation, c'est de contourner les difficultés pour trouver une petite voie de sortie et de faire autre chose. Ce qui est important, c'est que les gens qui sont en capacité de le faire puissent le faire. C'est-à-dire qu'à côté de ces majors, on est quand même encore ce terreau créatif, ces casques, on pourrait parler de Lynx, la dernière fois on a parlé de ce constructeur finlandais, absolument, mais c'est incroyable, hein, c'est encore hors de prix. Mais en fait, la question n'est pas là, n'est pas tant sur le matériel que sur la vision globale et sur le rapport à la citoyenneté.
Et c'est pour ça que je pense que ce sont des questions qu'il va falloir apporter vraiment au niveau international. Il y a des questions qui se posent. Les Nations Unies réfléchissent à la question de la gouvernance d'Internet. Il y a un forum annuel sur ce sujet-là. Et très rapidement, je pense que la XR en général, aussi bien la réalité virtuelle qu'augmentée, doit être un thème majeur en fait de cette question de la gouvernance d'Internet, puisque Internet, enfin on est sur Internet, la VR, la XR, c'est Internet n'étant qu'une couche supplémentaire. Et de la même manière, on se dit, à qui appartient le territoire virtuel que je vois dans Pokémon Go quand je cours après un Pokémon et que je suis dans le 14e à Paris? Est-ce que je suis dans le 14e? Est-ce que je suis chez Niantic? Et est-ce que Niantic ne doit pas payer une redevance ou un loyer à, je ne sais pas, la ville de Paris, à l'État français, j'en sais rien, à un moment donné, d'utiliser le territoire. Quand j'occupe un appartement, je paye tous les mois un loyer. Et pourquoi est-ce que cet appartement virtuel, je le paierai à Google ou à Facebook et pas à quelque chose qui peut revenir dans l'économie locale pour faire vivre aussi les gens de mon environnement, même si je suis dans un environnement virtuel. Absolument. Je pense que tu vois, pour nous professionnels, un des enjeux, on est toujours sur des phases d'acculturation, mais là, tout ce dont on est en train de parler, qui sont quand même des problèmes assez complexes et avec des perspectives qui sont aussi vastes que terrifiantes. Je pense qu'un de nos vrais défis, ça va être de rendre intelligible cette perspective et ces situations pour qu'on puisse les amener auprès des décideurs et des politiques, qui aujourd'hui sont quand même à 10 000 km de tout ça, commencent à entendre parler de réalité virtuelle et sortent des appels d'offres en veux-tu, en voilà, avec des gens qui n'ont jamais mis un casque à la rédaction, qui, pour ceux qui vont dépouiller les appels d'offres publics en particulier, qui n'ont jamais mis non plus mis de casque et qui vont saupoudrer des moyens pour faire en sorte de faire émerger des usages, des situations, éventuellement des plateformes technologiques et des choses qui seraient un peu mutualisables, sans aucune conscience de ce qu'ils sont en train de faire. On est vraiment dans un monde non pas d'apprentis sorciers, c'est pas l'expression que je cherche, mais voilà, d'enfants qui courent un peu dans tous les sens, sans absolument savoir. Donc je pense qu'on a un vrai, nous, professionnels qui avons cette vision-là, un énorme challenge de rendre simple et intelligible les enjeux qu'on est en train de brosser dans cette conversation pour pouvoir les porter à la connaissance des acteurs politiques et des décideurs qui arriveront à nous consacrer un peu de temps de cerveau disponible pour prendre la mesure du sujet. Nicolas, comme tu sais, nous, à la Fondation Helix, on fait du plaidoyer sur les objectifs de développement durable. Donc, il nous amène en 2030 et qui dit 2030 dit transformation de la société, innovation. Et l'AXR est évidemment un des sujets de plaidoyer sur lequel on fait de l'acculturation auprès de décideurs, parce qu'effectivement, pour l'instant, on est vraiment sous les radars. La plupart des personnels politiques soit n'ont jamais vécu l'expérience, c'est quelque chose qu'il faut faire, mais n'imaginent même pas que ce sujet va être un sujet, et à quel point c'est un sujet politique. Et on l'envisage pour Internet. Il y a déjà eu des problèmes donc, qui se sont imposés à tout le monde. On se souvient de Cambridge Analytica, on se souvient de Mark Zuckerberg devant les parlementaires américains. Ce sont des images qui ont marqué. Et pourtant, on est en train de revivre on revit la même chose. C'est un truc dingue, mais très discrètement. C'est-à-dire que nous, on est au courant. Les gens qui s'intéressent un peu au sujet sont au courant. Mais sinon, ça passe complètement sous les radars et c'est masqué par du jeu, du réseau social, plus ou moins. Alors, on parlera peut-être d'horizon tout à l'heure. Et ce sont des questions qui sont fondatrices de ce vers quoi pouvait aller la réalité virtuelle. Et Nicolas, je pense que toi et moi, on a fait la même chose depuis des années, c'est-à-dire porter la bonne parole pour les outils de réalité virtuelle, notamment, et notamment pour la formation, parce qu'on sait à quel point ils sont efficaces. Et je suis dans une situation aujourd'hui, depuis quelques mois, extrêmement inconfortable. Après avoir passé des années dans les conseils régionaux, auprès des grands patrons, etc., j'ai réussi à en convaincre certains du bienfait de ces technologies, de leur efficacité, de leur capacité à changer le monde, à enseigner, à transmettre du savoir de façon plus pertinente que d'autres outils.
Et en même temps, finalement, maintenant que j'ai réussi à faire accepter ça à certains opérateurs et avoir accroché leur attention, je me retrouve coincé maintenant Oui, c'est moi qui fais entrer le loup dans la bergerie, entre guillemets, parce que c'est mon budget. Olivier, en 2021-2022, on va travailler sur 300 casques, 400 casques, déployer qu'est-ce ça que sur le j'achète? territoire. Sauf que, oui, mais ça, quand je t'ai dit ça, c'était début 2020. C'est ça. Et j'avais pensé que j'aurais 3 ou 4 opérateurs sur le marché et que je pourrais faire mes courses de façon beaucoup plus libre. Mhm. Euh, alors, je ne sais pas qui pourra. On a vu on a vu le constructeur d'Unreal Engine, Epic Games, Mhm. à la fois propriétaire de Fortnite et du logiciel, réussir à tordre un peu le bras d'Apple. Ouais. De façon limitée, hein. On est passé de 30% à 15% de redevance, mais quand même, j'étais assez étonné qu'Apple accepte ce traitement. C'est génial. Ouais. Euh, mais on voit que, comme tu le disais aussi tout à l'heure, que nos amis de chez Amazon ont déjà pris les devants en finançant la production de contenu avec Ubisoft. La somme n'est pas tout à fait officielle, mais on est entre 200 et 400 millions de dollars au minimum versés par Oculus et Facebook directement aux équipes d'Ubisoft. Donc, Ubisoft va certainement pas se retourner, ni les autres grands studios qui seront financés de la même façon pour adapter leurs produits au Quest. Donc, Alors, il on a, crée un système vraiment, vraiment, vraiment pervers. on est dans une situation quand même aussi, pour reprendre le terme de paradoxe, Olivier, que tu utilisais, et qui est vraiment le point d'ancrage, parce que cette année, on le dit même plus tellement ça nous paraît évident, mais c'est quand même, c'est l'année de l'explosion de la visio à cause ou grâce au Covid, on ne sait pas. Effectivement, ça s'est joué à quelques mois près, hein, parce que le Covid a aussi interrompu les chaînes d'approvisionnement des casques VR, notamment Oculus, parce qu'ils s'étaient fabriqués en Chine. Et en même temps, c'est la meilleure publicité qu'on puisse imaginer pour ces technologies. C'est-à-dire de dire, finalement, la Covid serait arrivée un an plus tard, tous les zooms qu'on a vus auraient été potentiellement faits en VR. Ça s'est joué Absolument. à quelques mois près. Et au Ouais. final, je pense que c'est une chance parce que si ça s'était fait en VR et sous la houlette d'Oculus, là, c'était plié en fait. Le marché était complètement pris. Là, il y a encore ce travail à faire et on a encore ce terreau parce que aussi, entre-temps, qu'est-ce qu'on a? On a un plan de relance européen de 750 milliards d'euros, ce qui est en fait, c'est historique, hein, on n'a jamais eu ça, et qui est aussi orienté sur l'innovation. Donc, évidemment, tous les lobbyistes font leur travail. En France, c'est 100 milliards. Et sur ces 100 milliards, il y a quand même une partie qui est dédiée à l'innovation digitale. Excusez-moi, je me suis envolé en parlant. Euh, Et c'est la pesanteur de la vie. Ouais. Mais du coup, en fait, il y a aussi vraiment maintenant, et je ne sais pas, peut-être qu'on pourra essayer d'en parler avec Cédric O, avec des gens qui travaillent là-dessus. C'est vraiment le moment d'y aller. Que ce soit effectivement tout ce que vous avez sur learning, on parlait de Lynx, on a Ubisoft malgré tout, c'est un géant français. Je veux dire, on a failli le perdre. Et c'est précieux d'avoir un acteur comme celui-là. On a Dassault Systèmes, on a quand même toute cette la Valve virtuelle, c'est un salon de réalité virtuelle, ça fait 20 ans que ça existe, hein. On n'a pas attendu Oculus ni Facebook n'existaient même pas quand les premiers salons de la Valve. Donc, encore une fois, on est aussi dans cette situation où de l'argent va repartir dans l'économie et il va être pisté évidemment sur sur le changement climatique, hein. Il va falloir transformer notre industrie, nos approvisionnements en énergie, mais également sur l'innovation digitale. Et aujourd'hui, l'innovation digitale, c'est de faire un talk sur la Lune, d'avoir tout ce potentiel de ces territoires dont on parlait. Et aujourd'hui, voilà, on est très peu et c'est qu'un début. Et demain, on sera plus nombreux. Mais elle est là en fait. Et les marchés qui vont générer, et alors nous à la Fondation, en plus, on pense qu'il y a une adéquation entre les deux. C'est en faisant de plus en plus, en faisant vivre ce territoire virtuel et digital qu'on arrivera aussi à transformer les usages et faire en sorte qu'on puisse diminuer aussi nos émissions. Mais il y a un vrai enjeu très, 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 très actuel de plaidoyer, de dire, ben, voilà, c'est le moment
de valoriser, de favoriser une excellence française ou européenne, en tout cas au minimum européenne, pour ne pas devenir voilà, les esclaves du monde qu'on a décrit tout à l'heure, encore une fois, qui n'est pas, le pire n'est pas certain. Il n'est pas encore advenu. Pour l'instant, Oculus, c'est juste un casque sympa pour faire des jeux, mais ce n'est pas encore le monde qu'on a décrit. Pour l'instant, tout ça n'est que potentiel. Les dés ne sont pas encore, le jeu n'est pas encore terminé. Mais tu vois, là tu viens de lever deux paradoxes qui sont bien dans la conversation qu'on a. Le premier, c'est qu'effectivement, on a des pouvoirs publics qui commencent, comme beaucoup d'acteurs, comme Olivier l'évoquait tout à l'heure, à se dire « Ah ouais, là, il se passe un truc sur ces technologies, il faut qu'on s'y intéresse ». Et donc, ils vont mettre des moyens et massivement sous forme d'appel à projet. Sauf que derrière, il n'y a aucune vision stratégique. On est « Ah ouais, là, il y a un sujet, il faut qu'on développe des trucs, ok on fait des appels à projets et puis on soupoute de l'argent public pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une créativité qui se produise. » Mais le plaidoyer qu'il est nécessaire qu'on fasse, et c'est ce que tu étais en train de dire à l'instant, c'est qu'il faut quand même qu'on arrive à fournir à ces acteurs publics, que ce soit des décideurs, des législateurs ou bien tous ceux qui sont aux commandes des marchés publics et des subventions, il faut quand même qu'on arrive à leur faire passer un minimum de vision stratégique qui sache un peu vers quoi on va et quels sont les enjeux qui sont derrière leur capacité d'action. Et là, on a un vrai sujet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis l'autre paradoxe, et ça tombe bien que tu m'offres cette transition parce que je voulais vraiment en parler, tu parles de l'aval virtuel. Oui. Et donc, et Olivier tout à l'heure parlait effectivement de la prise de conscience. Qu'on salue d'ailleurs. Ouais, qu'on salue. Et Olivier parlait de la prise de conscience sur les questions de formation, d'acculturation, de tout ce que tu veux. Moi, j'aime bien parler du concept d'apprenance plutôt que juste de formation parce que ça va pouvoir mettre l'apprenance, si on la considère comme étant l'appétence de chacun à apprendre tout au long de sa vie, que ce soit pour le plaisir ou que ce soit pour des finalités professionnelles, ça permet aussi de faire rentrer dans ce champ, à côté de l'éducation, de la formation, ça permet de faire rentrer la culture, qui est en soi un vecteur de développement de compétences, qui moi me paraît essentiel, et qui fait le lien avec la créativité dans lequel on a des très beaux studios français. Mais pour en revenir à l'aval virtuel, je trouve que, alors ça, moi, c'est un paradoxe qui me laisse encore un peu pantois, qui est la mecque de la réalité virtuelle en France, incontestablement, en Europe, incontestablement, et parmi le monde, très facilement aussi. Aujourd'hui, leur vecteur, c'est Virbela, qui est la pire expérience de réalité virtuelle collective qu'on puisse imaginer. D'ailleurs, personne n'utilise Virbela, ou très peu, avec des casques de réalité virtuelle. Et en fait, ça fonctionne parce que ça crée un intervalle entre la vision qui est la nôtre, qui est d'utiliser pleinement les technologies immersives avec les devices qui vont bien, et la situation d'aujourd'hui où les gens n'ont pas de casque. Pour l'immense majorité, même s'ils s'intéressent au sujet, n'envisagent pas d'en acheter, et trouvent dans Virbela une espèce d'intervalle. Et quand je dis les gens, c'est aussi de plus en plus d'organismes de formation, d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, qui trouvent dans Virbela une espèce de Canada Dry de la réalité virtuelle qui laisse à penser que c'est ça, les univers immersifs, alors qu'on est dans un second life un peu moderne, quoi. Peut-être pour les gens qui nous suivent, il faut qu'on trouve le nom d'ailleurs, parce que auditeurs, téléspectateurs, ça n'est pas adapté à notre univers, donc à nos xérateurs, je ne sais pas, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Virbela, est-ce que tu peux nous redire en quelques mots en fait Virbela, c'est effectivement une plateforme qui est orientée événements et formation, éducation au sens large, qui a la capacité d'accueillir plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes simultanément, et qui est un second life, donc un univers 3D qui s'exécute sur PC, éventuellement en réalité virtuelle, mais l'expérience n'est pas pensée pour ça, et qui donne l'illusion par rapport à un Zoom d'être collectivement dans un univers tridimensionnel dans lequel on peut faire un certain nombre de choses, infiniment moins que ce qu'on fait dans des plateformes en réalité virtuelle. Absolument, ouais. Les déplacements sont très faibles. Alors, ce qui est en plus le plus fascinant, donc Virbela a été sélectionné par Laval Virtual au tout début pour des raisons extrêmement techniques, c'est-à-dire que c'était une plateforme qui supportait, c'était une des rares plateformes à supporter un grand nombre de connexions simultanées. Les autres, Engage, Spatial, Space, etc., sont quand même encore limités sur des nombres de 25 à 50 personnes. Mais dans l'intervalle de temps, et donc ça a été un choix par défaut, mais Virbela, qui depuis s'est développé, j'ai été en contact commercial avec eux, le côté VR ne les intéresse pas du tout.
c'est ça qui est assez fascinant. Et comme tu dis, c'est effectivement un espèce de... Les gens qui achètent du Virbela aujourd'hui, ça coûte à certains prix, voire un prix certain, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire un événement avec quelques mille personnes. Tu te dis, bah, ça va permettre, ils vont aller vers la VR. Non, l'expérience en VR de Virbela est vraiment très contre-productive. C'est pas que c'est une mauvaise expérience, c'est insupportable. Donc alors qu'ils sont censés représenter l'avenir de la VR. C'est un peu comme la cardboard à l'époque de C'est Google. exactement ça. Tu as l'impression de génération. de cardboard, exactement. C'est terrible. Et par contre, comme tu le dis, je vois moi aussi des écoles d'ingénieurs, etc., plein d'écoles se dire, bah voilà, maintenant, nos étudiants ne sont plus sur des plateformes de visio, ils sont dans la VR. En gros, ils sont devant un desktop et ils ont des avatars, et donc il y a une simulation de profondeur sur l'écran. On est quand même très, 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 très loin de l'expérience de pouvoir bouger les uns par rapport aux autres, de bouger des objets comme on pourrait le faire dans cette pièce, etc., etc. Mais on a déjà franchi pour eux un cap comme ils n'ont jamais mis de casque pour 99% d'entre eux, on est dans un monde suffisamment nouveau technologiquement pour que ce soit supportable pour eux en tout cas. Puis c'est facile à gérer, c'est sur du matériel qu'ils ont déjà, etc., etc. Bon, mais c'est une question de génération, c'est-à-dire que je pense que ouais, tout à de toute façon, ils ont déjà VR dans le monde, mais c'est pas quelque chose qui sera sauf quand même que ce ne sont pas des choix neutres. Tu vois, alors, dans les écoles, oui, mais c'est pas inscrit dans le marbre, non, je pense qu'ils peuvent. Non, c'est pas gravé dans le marbre, mais c'est loin d'être neutre. C'est des choix qui sont structurants pour quand même plusieurs années. Tu vois, parmi les premiers à avoir acheté la plateforme Virbela pour des usages en interne, on va trouver Neoma, qui faisait partie des premières à avoir fait effectivement, non pas de la VR, mais de la vidéo 360 en cours. Donc ça restait très expérimental, mais en tous les cas, il y avait une vraie démarche d'aller vers ces technologies pour fournir des environnements contextualisés aux apprenants pour qu'ils se saisissent mieux des sujets qui étaient l'objet des cours. Et en fait, en investissant les sommes, mais en même temps l'énergie organisationnelle interne de fourniture des contenus, de formation des enseignants, des équipes support, et ainsi de suite, ils prennent là une direction qui est structurante pour plusieurs années. Oui. Et là, ça va être très difficile de les réamener, je pense, vers des vraies plateformes de réalité virtuelle où on a un sentiment de présence les uns avec les autres et où surtout on peut faire ce qu'il est impossible de faire dans Virbela, c'est-à-dire manipuler des environnements et des assets 3D qui permettent de complètement incarner les concepts qui sont le sujet. Quoi. Nicolas et Olivier, je vous propose qu'on fasse une rencontre au prochain Laval virtuel sur la Lune ou ailleurs. De toute façon, c'est un moment où on parle d'un sujet. Donc, de toute façon, si des expériences plus riches, on a parlé la semaine dernière du concert de Jean-Michel Jarre dans la Notre-Dame virtuelle. On est encore dans l'avant. Si cette chose-là se passe bien, ça va quand même être vu. On est en train aujourd'hui de passer des steps où on sort de cet univers de spécialistes et ça commence quand même à devenir, et ça va l'être de plus en plus dans cette année 2021 qui est très certainement une année charnière, ça va rentrer de plus en plus dans le quotidien, dans les usages. En plus, avec le Covid qui n'en finit pas de pas finir, et des gens qui vont quand même commencer à se poser sérieusement la question du côté de l'événementiel, du côté du tourisme, du côté de plein d'endroits où on va pouvoir faire des investissements. Et pour revenir au sujet tout à l'heure, c'est pour ça que c'est d'autant plus important de faire les bons choix maintenant. Parce que si effectivement on sort le chéquier pour s'engager sur 10 ans, mieux vaut savoir ce qu'on va développer et ce qu'on permet derrière, et pas se retrouver enfermé dans un environnement qui est bloqué, que ce soit celui dont vous parliez, Virbela, ou que ce soit les plateformes contenu type Oculus. Donc on a du pain sur la planche. Et c'était pas pour reprendre votre nom, Louis et Nicolas. On ne le prend pas pour nous. Mais vous l'avez bien choisi. Mais tu vois, moi, quand je vois effectivement la hype qui commence et qui est issue cette année particulière, mais cette mode qui commence à arriver où tout le monde veut faire de la réalité virtuelle, c'est déjà un peu le cas avant, mais c'est en train de vraiment prendre des proportions importantes. Je reprends tes mots, faire des choix éclairés. Aujourd'hui, je vois peu d'organisations qui se mettent en situation de faire des choix éclairés. Ils veulent faire de la réalité virtuelle, ils achètent des matériels. En général, ils commencent par acheter des casques.
Ouais. ce qui est assez étonnant. Et puis après, ils cherchent un contenu à mettre dedans, mais il n'y a aucune vision stratégique d'aucune chose. Il faut qu'on fasse, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire en réalité? Ah, prise de parole en public, vas-y, roule. Ça, c'est facile, ça marche. Ça va être... Il n'y a pas de vision, en fait. Et je trouve que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les acteurs publics et politiques. Je retrouve un peu la même chose et la même crainte pour les acteurs privés, c'est que il n'y a pas de volonté d'avoir une vision et une stratégie. On est vraiment sur des réponses instantanées, à court terme, sur des besoins qui apparaissent, qui fleurissent comme ça. Et il n'y a pas cette volonté de s'informer du sujet et d'avoir un peu de vision, une stratégie, même à moyen terme, parce que long terme c'est bien trop long, de façon à faire des choix éclairés. Tout le monde y va, va comme je te pousse, et enclenche des choses avec des risques de déception qui sont assez forts en termes d'organisation, où ça ne va pas marcher parce que ça n'a pas été anticipé. On va dire, ah ouais, mais c'est la technologie qui n'est pas mûre. Ça n'a rien à voir avec la technologie. Donc on est vraiment, moi j'aime bien cette image de ce tsunami, tu vois l'idée du tsunami, où tu vois une toute petite vague au loin pendant très longtemps, là, et ça a l'air de rien du tout. Depuis 5 ans, ouais. Et paf, il y a un moment, tu la prends en pleine tranche, et là c'est beaucoup trop tard. Ouais, c'est clair. Bon, effectivement. Alors, excusez-moi, je ne peux pas faire le maître du temps. Vas-y, dis-moi, tu veux. On s'est engagé sur 1h15 et effectivement. Il nous reste 10 minutes. Hein. Il nous reste 10 minutes et de toute façon, les sujets suivants étaient vraiment connexes à celui-ci. Je ne voudrais pas qu'on termine sur une. Non, mais on parle des paradoxes. Donc, voilà, exactement. Il y a le bonheur de voir enfin cette technologie se développer et arriver à maturité. C'est ça, parce qu'on est quand même des enthousiastes de ce sujet et le potentiel est quand même immense depuis très longtemps. Donc là, effectivement, on arrive dans une maturité. Il y a un peu du hacking, c'est-à-dire que ce soit Facebook ou les autres, personne n'a pas inventé la réalité virtuelle. Le concept est très ancien. On en parle la première fois dans les années 20. Il y a toute une histoire de ces technologies, il y a toute une pensée, il y a déjà tout un imaginaire, il y a une littérature sur le sujet, il y a des expérimentations, il y a des œuvres. Donc en fait, les formats ou les standards que tentent d'imposer certains acteurs, hein, et c'est, je veux dire, on les attend là, hein, c'est pas étonnant, on peut pas leur demander non plus d'être. N'empêche pas que cette histoire est longue, et cette histoire, elle arrive là particulièrement 2020 et surtout 2021 à un point qui est crucial et qui est vraiment un point culturel. C'est effectivement quelle va être l'appropriation de cette vieille idée qui pour l'instant n'est partagée, on va dire, qu'entre geeks, hein, pour aller vite, ou en tout cas des enthousiastes. Comment est-ce que ça va s'inscrire dans le quotidien des gens en sortant de cette méga crise telle qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec des ruptures économiques folles, avec des pertes d'emplois, avec des disparitions de domaines, des choses comme ça. On va avoir finalement où on se retrouve dans la notion de paradoxe que nous a proposé Olivier, qui a un petit peu alimenté cette soirée. Est-ce qu'on sera capable, enfin la réponse est oui, mais comment est-ce qu'on va croiser cette sortie de crise avec cette émergence de possibles, cette émergence de nouveaux services, de nouveaux usages, quelle que soit l'intelligence qu'on aura pour s'adapter aux conditions matérielles avec les uns ou les autres. Et je pense que c'est ça qui va se jouer à la fois pour les professionnels, mais aussi pour le domaine dans son ensemble. Oui, c'est très juste. Bon, après, je ne vais pas faire chapelle, mais moi, ma conviction est que pour satisfaire à cet objectif, ça passe nécessairement par la création d'un ou des collectifs. Oui, avec de professionnels qui ont la vision et qui sont en capacité collectivement de structurer des propositions de valeur, des visions, des documents un peu de référence et collectivement de les porter là où on doit les porter. C'est bien toute l'ambition de France Immersive Learning et de cette volonté de faire émerger et de représenter une filière d'excellence française. C'est bien. Voilà, moi, je crois aujourd'hui, plus que jamais, à la force d'un collectif, de la variété des expériences, de la complémentarité des visions,
des expertises pour réussir à proposer à tous ces acteurs qui, assez naturellement, en fait, naturellement au sens de c'est normal, n'ont pas cette capacité de vision et de choix éclairé. D'abord parce qu'on est sur des usages et des visions qui sont très émergentes, et puis parce qu'effectivement les organisations d'une manière générale sont extrêmement bousculées par la crise dans laquelle on est. Donc, moi, je crois fondamentalement à la force d'un collectif pour être en capacité d'apporter des alternatives construites, pluridisciplinaires et des offres de valeur qui sont très complémentaires et de donner justement aux différents acteurs, que ce soit des acteurs privés ou que ce soit des acteurs publics, les moyens de faire des choix éclairés, parce que c'est bien l'enjeu, je crois. Absolument. Eh ben, c'est le nouveau siècle des lumières, en fait, qui s'ouvre, des lumières virtuelles. Non, mais je le pense sincèrement, parce que c'est aussi l'occasion de réfléchir aux questions dont on parlait tout à l'heure, de citoyenneté. Alors, c'était la slide que j'avais préparée. Oui, très juste. On verra la prochaine fois. Au moment où, justement, cette question émerge très fort. Je ne sais pas si vous avez suivi, évidemment, la Convention citoyenne sur le climat, les échanges qu'il y a eu entre le président de la République et les 150 citoyens tirés au sort, etc. On est dans cette envie de participation, on est dans cette envie de construction qui, dans un univers comme celui-ci, trouve un écho absolument. Enfin, c'est fait pour, c'est incroyable. C'est vrai que Yacine, tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, mais j'en ai aussi la conviction profonde. L'AXR est une grande partie de la réponse aux problèmes écologiques, logistiques, pratiques, il faut qu'on en parle. sociaux de la société qui nous attend, en plus qui est désormais une société post-Covid avec, comme tu le dis très justement, de profonds changements économiques et une profonde crise, et l'AXR est une des réponses, évidemment, à une majorité des problèmes. Reformer des centaines de milliers de personnes dans des tas de lieux différents le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas beaucoup d'outils alternatifs à la XR, et ça, c'est un seul des usages parmi 10, 20, 30 autres usages qui vont arriver dans les années qui viennent. Et les mois qui viennent. On en a la conviction profonde, et nous, on est vraiment spécialistes des objectifs de développement durable et notamment cette image de l'économie du donut, c'est-à-dire de ne pas taper dans le plancher minimum de notre lien social sans éclater le plafond environnemental. Et en fait, l'équilibre, c'est-à-dire cette économie régénérative qui se trouve entre ces deux limites, elle va passer aussi par la XR. On a vu déjà cette année, grâce au Covid pour le coup, une baisse de 7% des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on devrait faire tous les ans jusqu'en 2030 pour réussir, pour tenter de rester sous les 1,5 degré, les fameux qui ont été signés à l'accord de Paris il y a 5 ans. Donc en fait, on a ça à construire, à imaginer, avec en plus, bon, ça c'est d'autres sujets dont on parlera peut-être une autre fois, mais une très très grande méfiance envers la technologie des gens qui sont pourtant des défenseurs du climat. Donc il y a ce travail de pédagogie à faire aussi pour expliquer que globalement, en fait, que quand on ne prend pas sa voiture et qu'on arrive à faire mieux en XR et qu'on a économisé des litres de carburant ou encore plus de kérosène pour les conventions internationales, d'imaginer que ce qu'on fait maintenant devienne un espace potentiel pour une Assemblée générale des Nations Unies, etc., c'est pas de la science-fiction, puisque c'est faisable, c'est imaginable. Donc c'est des choses qu'on va vivre dans les années qui viennent très, très, très fortement. Et c'est pour ça que je tenais absolument qu'on termine sur une note positive. C'est possible. La seule chose qui nous empêcherait serait vraiment la cupidité, la bêtise, le manque de communication. Donc ça, c'est déjà vu dans l'histoire. Mais à côté de ça, on a quand même aussi vraiment les outils. Tu parlais de lumière. Les outils plus que jamais de marquer l'essai que nous permet ce Covid-là, cette espèce de caillou dans la chaussure qui fait qu'on arrête cette course effrénée dans le mur.
qui nous forcent à nous arrêter. Et au moment où on va reprendre, au moment où on relasse la chaussure, et c'est pas encore fait, au lieu d'aller vers le ravin, de tourner en rond dans ce donut, avec la XR, avec un autre rapport au territoire, à la valeur, à la matière, à cette fameuse économie de la connaissance et du coût des matériels qu'on appelle de nos voeux depuis quand même des décennies. Oui. Et c'est cette histoire-là qu'on doit raconter de manière enthousiaste et positif à la fois aux législateurs, mais aussi aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent. Bon, quelle conclusion magnifique. On est pile poil dans le timing de la fin du créneau qu'on avait ce soir. Moi, on a vraiment eu une conversation passionnante où on a abordé plein de sujets. Et puis, pour le coup, cette note d'optimisme, je trouve qu'on pourrait la reposer pour l'expert talk de reprise et le premier expert talk de 2021 et de creuser un peu ce sujet de en quoi la XR est vraiment contributif aujourd'hui et encore plus demain des objectifs de développement durable qui sont des objectifs absolument incontournables et qu'on partage tous les trois. Donc, faisons notre premier expert talk 2021 sur cette thématique-là et préparons-le. Et pour le coup, il faudra peut-être aussi qu'on ouvre notre cercle et qu'on soit un peu plus représentatif, qu'on ne pourra pas parler de ces sujets-là uniquement. Et là, de toute façon, et soyons très clairs pour les gens qui nous regardent, on expérimente, on lance un format, mais le but n'est évidemment pas de rester sous cette forme-là, mais ça sera avec évidemment un grand plaisir. Et je vous enverrai de toute façon physiquement, vous recevrez dans votre boîte aux lettres la carte de vœux de la Fondation qui sera aussi en réalité augmentée, évidemment. Mais j'attends les vôtres aussi avec impatience. C'était un vrai plaisir, messieurs. Vraiment, c'était une très très belle conversation. J'espère que tous les gens qui nous regardent et que l'année prochaine, on aura en participation avec nous, parce qu'on aura une communication préalable de nos interventions de meilleure qualité. Donc, on aura en 21, je ne doute pas, de nombreux auditeurs. Comment tu les appelles? Des X-sateurs. On va arrêter le terme. Des mix. C'est un chantier ouvert. Il faudrait que peut-être sur la chaîne, sur la Web TV, qu'on ait un sondage. Voilà. Donnez-nous vos idées. En tous les cas, messieurs, grand merci. C'était absolument passionnant. Merci de votre disponibilité. On se revoit en 2021 pour ce premier expert talk consacré au rapport entre les objectifs de développement durable et la XR. Et puis d'ici là, je vous souhaite de très 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 belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos familles. Prenez soin de vous. Parce qu'on a le monde à construire dès l'année prochaine, tous ensemble. Parfait. Merci à vous, messieurs. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Et bien voilà qui va signer la fin de cet expert talk. Merci à tous les gens qui ont été en live avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Nous sommes des viewers, me dit Jimon54, j'adore. On verra bien une fois qu'on aura pu ouvrir les places directement avec les intervenants en live dans l'expérience. En tout cas, merci beaucoup d'être nombreux sur le stream. Nous, on n'a pas l'habitude de faire cet exercice. On a vraiment lancé avec vous et avec cette web TV. Et ça fait plaisir de pouvoir interagir un peu avec tout le monde comme ça. On est content. Je crois, en tout cas, dites-moi dans le chat si on a un son qui est ce coup-ci bien meilleur que la dernière fois. Reste plus qu'à régler effectivement les problèmes d'avatar qui rentrent un peu dans les canapés. Un problème à la fois, on réglera ça pour l'année 2021. Et puis il ne reste plus qu'à vous dire qu'après on a Lenny et Darkwolf qui vont nous faire un peu de baston sous coaching de Darkwolf qui lui est carrément très bon. Donc ça va être assez amusant. Et puis après on retrouve le programme classique avec Virtual Go à 20h si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et ouais, la régie avec plusieurs angles de caméra, on y a réfléchi. Pareil, ça fait partie des choses qu'on a envie de faire. C'est l'ORTF là de la VR. Donc on commence, c'est du noir et blanc. Merci Louis pour ta disponibilité et ton aide et ta bienveillance. Voilà, merci à vous les gars. On reprend en 2021. On sera de retour le mercredi, le 1er qui doit être le 7 de mémoire. En attendant, merci à nos intervenants dans Engage. Pour ma part, on se retrouve demain à 18h pour les meet-up et à 19h30 pour les news. Et demain, on parlera d'Immersive Learning Lab, de France Immersive Learning et de comment
impulser le changement dans les organisations, conduire le changement et accompagner les transformations digitales. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Salut.